En toute franchise, ça continue. L'interview deuxième partie avec Benoît Hamon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tête de liste Génération pour ces élections européennes du 26 mai. Printemps européen, DiEM25. Exactement, j'allais le rajouter parce que vous avez un candidat pour la Commission européenne, Yanis Varoufakis, le grec. Vous défendez une initiative qui justement doit transcender les frontières françaises, aller au-delà bien évidemment de l'Hexagone. Mais vous allez nous dire si oui ou non vous avez un point commun avec les autres têtes de liste. Il y a beaucoup de têtes de liste dans cette compétition qui nous disent le 26 mai, il faut battre Macron. Est-ce que le 26 mai, il faut battre Macron ? Écoutez, moi je trouve que c'est hors sujet et ça me désole qu'on en soit arrivé là. Je pense que c'est aussi le président de la République qui a installé lui-même le match avec Marine Le Pen. Mais à ce rythme-là, autant annuler les élections européennes, autant faire un référendum. On va avoir des décisions à prendre quasiment tous les jours pendant 5 ans au Parlement européen, des coalitions à construire, des décisions fondamentales sur les questions écologiques, des décisions fondamentales sur les questions sociales. Et de quoi on parle? Savoir qui de Marine Le Pen, en tout cas Jordan Bardella ou Stéphanie Loiseau, sera devant. Nathalie Loiseau, pardon, sera devant. Ça en dit long sur ce débat-là. Et moi, j'en constate quoi? Qu'il y a un gros point commun entre les deux. Ni les uns ni les autres n'ont de programme, quasiment, puisqu'on a connu la semaine dernière seulement le programme de Nathalie Loiseau, la liste soi-disant la plus pro-européenne, qui ne respecte même pas la démocratie des citoyens européens, au point de mettre sur la table un programme. Les nationalistes, eux, n'en ont pas, puisque de toute façon... Il y a un programme qui est sur la table, en l'occurrence. 3 semaines, même pas, 15 jours avant l'élection, on a le droit au programme présidentiel. Comme si cette élection... Mais oui, comme si cette élection, si jouait le rôle de la France en Europe. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est pas de savoir ce que fera la France. Ça, c'est le travail d'Emmanuel Macron au Conseil. Et d'ailleurs, depuis 2 ans, jamais la France n'a été aussi isolée. Et c'est l'autre point commun entre les nationalistes et les libéraux, en tout cas d'Emmanuel Macron, c'est que non seulement ils n'ont pas mis de programme sur la table, les nationalistes, on peut comprendre, puisqu'ils ne sont pas favorables à l'Europe. D'ailleurs, au passage, ça sert à quoi de se faire élire dans une institution dont on conteste l'existence et l'essence même? Je ferme la parenthèse. Mais ils sont également isolés. C'est-à-dire qu'ils respectent au moins la démocratie. On peut leur d'accord, ça. mais pour porter quoi? À quoi a servi un seul député Front National pendant les 5 dernières années? À rien. À quoi servira demain? C'est un député d'opposition, c'est le jeu de la démocratie, on voit la même chose. Non, sauf que dans le Parlement européen, il y a des questions fondamentales qu'on peut se poser, à savoir est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, sur les questions des pesticides, des insecticides, des perturbateurs endocriniens, on va plus loin ou on maintient le statu quo? Sur le SMIC européen, il y a un débat, par exemple. Emmanuel Macron propose avec ses amis que le SMIC européen, la cible, ce soit 50% du salaire médian. Débat intéressant. Mais pourquoi ne parlons-t-on pas de cela, puisque ça ferait 880 € en France? Figurez-vous qu'on avait prévu d'en parler, donc on va le faire tout de suite. Nous proposons justement, sur la base d'un vote qui a eu lieu au Parlement européen, tout le monde semble l'ignorer, sur proposition d'un député européen sortant, candidat sur la liste Génération, Guillaume Balas, qui soit à 60% du salaire moyen, le SMIC. Qu'est-ce que cela signifierait? Et ça changerait radicalement d'ailleurs notre vision de l'Europe pour celles et ceux qui en doutent aujourd'hui. Ça veut dire que pour la France, la cible, ce serait 1350 €. On pourrait se dire dans chacun des pays, plutôt que d'opposer l'Est à l'Ouest, chacun des salariés, ou en tout cas les salariés de chaque pays, pourrait avoir une perspective d'amélioration de leur salaire minimum. Ce qui change radicalement l'approche que l'on peut avoir de la construction européenne, qui donne le sentiment de dérégler, de finalement démanteler les acquis sociaux tels qu'ils existent. Alors vous dites que vous ne voulez pas opposer l'Est à l'Ouest. Hier, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, de droite effectivement, pas votre bord politique a priori, a apporté son soutien publiquement à la liste La République En Marche. Il a été en meeting à Strasbourg, mais il en a surtout profité pour faire une comparaison, une métaphore footballistique sur ce qui se jouait effectivement pour la France le 26 mai. Quel serait notre intérêt, chers amis de Strasbourg, aujourd'hui, d'affaiblir le président de la République alors que c'est lui qui est en charge de nos intérêts? Nous ne jouons pas en club, nous jouons avec les équipes nationales. Et aujourd'hui, il faut que l'équipe nationale française, que la France se rassemble pour peser lourd en Europe. Et comment se rassembler? Et comment faire en sorte qu'une liste apparaisse comme leader le soir du 26 mai? C'est en votant pour la Renaissance, en votant pour l'Europe, c'est-à-dire en votant pour la France. Frappant. Voilà un ancien Premier ministre qui se prétend très européen. Et là, il joue délibérément contre l'Europe. Pourquoi? Ce n'est pas le rôle de la France qui se joue au Parlement européen. Il s'agit de savoir quelles coalitions politiques vont peser sur le destin de l'Europe. Il s'agit de savoir si les conservateurs, les libéraux,
la gauche et les écologistes vont avoir la force principale qui déterminera le contenu du budget. Par exemple, la politique agricole finance-t-elle le transfert vers l'agroécologie ou reste-t-elle fondamentalement tournée vers l'agriculture intensive? Est-ce que demain, sur la question sociale, on organise une cible sur le salaire minimum qui soit exigeante ou en deçà de ce qu'on a déjà? Bref, toutes ces questions vont être posées. Et là encore, c'est frappant. Jean-Pierre Raffarin, tous ces libéraux aujourd'hui, nous parlent d'une équipe nationale, mais c'est pas du tout ça. Pourquoi je suis fâché moi aujourd'hui? C'est pas du tout la place de la France, c'est pas une question. Mais non, ça n'est pas le sujet. Ça, c'est le rôle du président de la République qui l'assume assez mal, parce que jamais nous avons été aussi isolés aujourd'hui, alors qu'il allait tout renverser en Europe. Au Conseil, c'est-à-dire là où se retrouvent les chefs d'État et de gouvernement, au Parlement, c'est l'affaire du peuple. L'affaire du peuple. Le peuple français va choisir ses représentants qui, à travers le jeu de la démocratie européenne, vont se retrouver dans une enceinte formidable que, fondamentalement, un homme comme Jean-Pierre Raffarin dévalorise, démonétise, déprécie par ce qu'il vient de dire. Et c'est le reproche que moi je fais aujourd'hui aux libéraux. Ils sont en train d'installer un match avec les nationalistes. Mais en faisant cela, ils cassent et ils tuent l'Europe. Pourquoi? Parce que si jamais il n'y a pas d'autre possibilité d'être contre ce que dit Macron que d'être anti-européen, eurosceptique, ben on finira par l'avoir. Ce que M. Raffarin prépare, ce que M. Macron construit, ce que Mme Loiseau elle-même construit, la fin du projet européen. Le débat européen, il devrait opposer qui? Ceux qui, au sein de l'Europe, disent « Écoutez, il y a d'autres voies que l'austérité, la concurrence, que la dérégulation du marché du travail, défendue par celles et ceux qui sont à l'écran en ce moment. » C'est ça le débat européen. Mais nous ne l'avons pas. C'est pénible. On est à 15 jours du scrutin et on en est encore à devoir commenter Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, sur le retour, qui dévoie délibérément ce scrutin pour nous dire que c'est... ce que vous voulez de Jean-Pierre Raffarin. Non, mais comment sauver Macron? C'est pas le sujet. C'est pas anodin qu'un ancien Premier ministre s'exprime dans cette campagne. Je voudrais qu'on regarde les chiffres que nous donne ce soir l'Institut Harris Interactive, avec lequel nous travaillons pour ces élections européennes. Vous le dénoncez, vous le déplorez. Le fait est que le Rassemblement national et la République en marche arrivent toujours en tête, les deux premiers largement devant tous les autres. On voit ensuite les Républicains, la France Insoumise, les Verts, le Parti Socialiste Place Publique auquel vous avez appartenu, le PS, et on passe au deuxième tableau pour vous retrouver, Debout la France, Parti communiste, Patriote, Génération. Vous êtes en petite hausse à 2,5, plus 0,5 par rapport à notre enquête d'hier. On rappelle que ces chiffres évoluent tous les jours. On n'a pas là une prédiction, on est d'accord Benoît Hamon, c'est une photographie à l'instant T, ces chiffres peuvent bouger, vous pouvez gagner, perdre, d'ici au 26 mai, il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais ce que l'on voit, c'est qu'incontestablement, la gauche dispersée, la gauche émiettée est pénalisée. Il n'y a que les Verts et la France Insoumise qui, dans cette hypothèse, sont à peu près assurés d'avoir des élus au Parlement européen en passant la barre des 5. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vous dites pas, on a quand même loupé, raté quelque chose? Mais non, mais il y a 33 listes, donc le paysage politique est morcelé. Après, comment se détermineront les électeurs? Et moi, je leur dis, il y a deux questions qui leur sont posées, en tout cas pour le vote à gauche. Et il s'agit de savoir quel est le projet qu'ils souhaitent. Nous, on défend, et ceci, on l'a travaillé, c'est pour ça que je suis agacé de la tournure de cette campagne. Ça fait 1 an qu'on travaille sur un projet européen, on n'aura pas besoin le 27 mai, nous, d'européaniser notre programme. La plupart des listes, sinon la totalité, on fait un programme franco-français. C'est le cas pour vos adversaires de gauche? Non, mais c'est le cas pour la plupart de mes adversaires de gauche. Franco-français. Le 27 mai, ils arriveront avec leur petite feuille de papier et découvriront à 5 socialistes français. On va les regarder. Manon Aubry, on va regarder juste les visages pour qu'on comprenne ce que vous disiez. Manon Aubry, Yann Brossat, Benoît Hamon, Raphaël Glucksmann, Yannick Jadot. Qui là-dedans ne fait pas le jeu de l'Europe? Ou qui fait le jeu de l'Europe? Je vous dis, quand on a aujourd'hui un programme qui est un programme qu'on a fait en France, sans même penser de quelle manière il serait reçu. Vous parlez de qui? Je ne comprends pas de qui vous parlez. Tous ceux qui sont ici, là. Et la vraie différence, nous avons construit un programme transnational dès le départ. Il n'y a pas une virgule de différence entre les Polonais de Razem, les Danois d'Alternativette, les Portugais de Libre et Génération. Nous défendons le même projet politique. Ça a mis du temps, mais moi je la respecte, l'Europe. Pourquoi je me représente à l'occasion de ces élections européennes? Pourquoi je continue le combat? Parce que je pense que toutes les idées innovantes que nous avons mis en débat lors de la présidentielle, d'abord, non seulement se confirment, les perturbateurs endocriniens, les glyphosates, les pesticides, on en parlait à l'élection présidentielle, c'est devenu un sujet central. Le rapport au travail, la question de l'impact de la révolution numérique sur les destructions d'emplois, un rapport de l'OCDE révise à la hausse sa prévision de destruction d'emplois pour la France, la portant à 14% au lieu de 9%. Donc on voit que ces sujets s'installent. Et moi, je veux mener ce combat-là. Et c'est pour ça que j'ai voulu respecter l'élection européenne en faisant un programme européen. Je vous le dis, ceux qui arrivent avec une petite feuille de papier franco-française seront noyés le 27 mai au matin, au lendemain de l'élection européenne. Lors de la constitution des groupes européens, on leur dira, écoutez, vous êtes sympathiques, mais c'est pas les Français qui font
la ligne d'un tel ou tel groupe. Donc, je trouve qu'on ne respecte pas cette élection. On ne respecte pas les citoyens et on ne respecte pas l'institution qui fait l'objet de toutes les déclarations d'amour des pro-européens. C'est formidable l'Europe, nos enfants en dépendent. Bon, commençons par la respecter, par les programmes politiques que l'on met sur la table. Celui que nous défendons, non seulement il est intégralement européen, mais il se traduit par une stratégie. Nous disons coalition avec les écologistes et la gauche, seulement. Pas de coalition avec la droite. Y compris avec les écologistes et la gauche française. Évidemment, mais j'espère. Alors, on va juste écouter ce que dit Yann Brossa également... ce matin. Vous poursuivez, on écoute juste Yann Brossa et vous poursuivez votre raisonnement juste après. D'abord, le Parti communiste n'avait pas souhaité cette dispersion. Le Parti communiste n'a pas décidé de partir seul à la bataille. J'ai commencé par tendre la main jusqu'à en attraper des crampes à Jean-Luc Mélenchon et à Benoît Hamon en leur disant « faisons chemin ensemble pour ces élections européennes ». C'est eux qui ont décidé de poursuivre leur chemin. Moi, j'en ai pris acte. S'il n'y a pas eu d'alliance avant, pourquoi il y aurait une alliance après? Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, à la fois le mouvement social qu'on connaît en France, l'intensité de la demande d'un changement de la répartition des richesses, d'une augmentation des salaires, parce que le vrai tabou de l'économie française depuis 20 ans, c'est la question des salaires. On ne résout pas la question du pouvoir d'achat par une prime. Une prime, elle n'ouvre pas droit à des cotisations pour les retraites. Il faut changer, augmenter les salaires. La question démocratique, je veux que mon bulletin de vote me donne du pouvoir. Ces questions-là, elles restent fondamentalement en suspens, et vous avez raison sur une chose. Aujourd'hui, la gauche, morcelée telle qu'elle est, ne répond pas ou n'offre pas de réponses qui nous permettent de nous sortir de ce climat très angoissant, très anxiogène. Le compte à rebours climatique, le compte à rebours démocratique, la pression des nationalistes, tout ça pèse. Donc la gauche ne répond pas à cela. Là-dessus, nous partagerons sans doute le même constat et diagnostic. Mais là où je dis aux uns et aux autres, moi, j'avais mis sur la table une proposition de votation citoyenne. Je me doutais bien que ce numéro qui consiste à dire « je te propose qu'on s'unisse, mais à condition que ce soit derrière moi », ça ne marcherait pas. Et tout le monde a joué ce jeu-là. Ça a duré un an de trop, sans doute, par rapport à ce qu'il aurait fallu faire. Il aurait été préférable de se rassembler dès les européennes, mais ça n'a pas été possible. Quand j'ai proposé la votation citoyenne, tous les appareils ont dit non. Soit, passons à autre chose. Moi, je ne vais pas passer mon temps à pleurnicher sur « c'est la faute à qui ?» Je dis simplement que la responsabilité qui sera la nôtre au lendemain des élections européennes, pour faire face à la montée du nationalisme en France, pour faire face à la demande qui est quand même une demande forte et positive des Français, d'un changement de la répartition des richesses et d'une plus grande démocratie, je pense, oui, qu'à l'ordre du jour du 27 mai, il y a la question de l'unité de la gauche. Et je vais vous poser une question sur votre capacité à les convaincre. Aujourd'hui, Benoît Hamon, aujourd'hui, Raphaël Glucksmann, qui est la tête de liste Place Publique PS, a reçu le soutien d'Anne Hidalgo. Ils se sont affichés, c'est la maire de Paris, bien sûr, tout le monde le sait, dans les rues de Paris aujourd'hui. Il y a d'autres figures très fortes du Parti Socialiste qui se sont exprimées en sa faveur. Bernard Cazeneuve, Christiane Taubira également, qui a été proche politiquement de vous dans le quinquennat précédent. Pourquoi est-ce qu'elle soutient cette liste PS Place Publique plutôt que Génération? Je ne crois pas que la différence, elle se fasse là. Je vous le dis, quelle que soit l'affection que je peux avoir pour certains ou certaines, en l'occurrence, et en particulier pour Christiane. Je ne crois pas que la différence elle se fasse dans le fait d'afficher le soutien de tel ou tel. Moi, je m'honore à cette élection d'avoir constitué une liste qui, dans les comparatifs qui ont été faits, est la plus ouverte à la société civile. Sans comparer, mais vous me donnez des noms qui sont connus des Français. Moi, je pourrais vous en donner. La maire de Paris, un ancien Premier ministre. Et moi, je préfère avoir en position éligible sur ma liste l'ancienne présidente de Médecins du Monde qui revient du Yémen et qui dénonce l'utilisation des armes françaises par l'Arabie Saoudite contre les populations civiles. Il y a quelque chose à dire, Monsieur Le Drian, sur le fait qu'il ait vendu des armes à l'Arabie Saoudite? Vous n'avez pas une bonne liste. Je vous dis, vous n'arrivez pas à convaincre vos propres amis politiques. Mais c'est parce que mon ami politique aujourd'hui, mes amis politiques, ce sont ces femmes et ces hommes qui portaient des combats dans la société. Ils ne sont pas forcément à recruter dans les sections du Parti Socialiste ou de je ne sais quelle petite formation politique. Éric Pliez, le patron du SAMU social à Paris, il est 7e sur ma liste. Je m'honore que des combattants de la lutte contre la grande pauvreté choisissent cette liste citoyenne pour dire demain au Parlement européen, quand il s'agira de lutter contre un budget qui veut réduire l'aide par exemple, au Resto du Cœur, comme c'est programmé par l'Union européenne aujourd'hui, eh bien, nous aurons des hommes et des femmes qui sont légitimes, crédibles. Quand Salah Amokrane, qui est une des figures les plus emblématiques du mouvement des motivés à Toulouse, qui s'est battu pour l'égalité des droits, des combattants historiques de l'égalité dans les quartiers, est en 5e position, honnêtement, j'ai rien contre les figures du Parti Socialiste, mais aujourd'hui, ma fierté,
c'est que ces femmes et ces hommes que j'ai cités soient à mes côtés. Je voudrais qu'on parle des thèmes qui vont le plus compter le 26 mai. Harris Interactive a posé la question aux Français. Quels sont les thèmes qui vont compter dans votre choix? C'est l'immigration qui arrive en tête dans cette enquête, 41%. Le pouvoir d'achat, 37%. Les impôts et la fiscalité, 35%. L'environnement et le développement durable, 34%. La lutte contre le terrorisme, 30%, pour ne citer que les premiers thèmes qui apparaissent. Vos thèmes prioritaires à vous, ce serait quoi, Benoît? Moi, je suis à l'aise sur tous ces sujets. Sur l'immigration, parce que je pense aujourd'hui que la politique de la France est une honte. Je pense qu'elle est, et j'ai eu l'occasion de le dire, je pense qu'aujourd'hui Emmanuel Macron cède à Salvini et Le Pen. Je pense, hélas, que la plupart... d'abord parce qu'il n'a pas une politique différente, il a des mots différents, mais la politique est la même. Il ferme les ports français aux ports, aux bateaux qui secourent des gens en Méditerranée. Vous souhaitez une agence de sauvetage européenne, c'est bien ça? Oui, on souhaite que des moyens soient mis sur, 1, la réforme de l'asile pour qu'il soit harmonisé en Europe, 2, la remise en cause de Dublin, qui veut qu'aujourd'hui, les pays qui gèrent les afflux de migrants soient ceux par lesquels les migrants rentrent. Qu'on arrête ces accords de déresponsabilisation de l'Union européenne qui donnent le pouvoir à Erdogan ou renvoient les migrants vers un pays qui n'en est pas plus tout à fait un souverain, la Libye, où justement sévissent des violeurs, ou sévissent des passeurs, ou sévissent des esclavagistes. C'est la honte. Je veux dire, vous vous rendez compte où on en est arrivé, je le dis à vos téléspectateurs, mais peu importe qu'ils votent pour moi ou pas, moi je serai toujours sur la digue qui consiste à dire, là où vous refusez à un migrant libyen ou soudanais une liberté, c'est votre liberté, à vous, citoyens français, que vous remettez en cause. Si vous ne comprenez pas que celui à qui, le plus pauvre parmi les pauvres, vous refusez l'accueil et l'hospitalité du continent le plus riche au monde, si vous ne comprenez pas que c'est votre propre liberté et votre propre souveraineté que vous remettez en cause, vous n'avez plus rien compris. Et je serai sur cette digue-là jusqu'au bout. Et je dénoncerai les politiques. On ne pourra jamais accueillir tout le monde. Mais je ne vous parle pas d'accueillir tout le monde. Arrêtez avec ça. Franchement, si on pouvait arrêter les caricatures, de quoi on n'accueille personne aujourd'hui. Je veux dire, si on n'est même pas capable de prendre un bateau dans lequel il y a 100 personnes qui ont failli mourir en Méditerranée, on ne prend personne. Donc on peut aujourd'hui avoir des sondages qui disent il faut éviter le grand remplacement. Vous vous rendez compte du recul dans lequel nous sommes? Christophe Castaner en arrive à cibler les médecins humanitaires. Il y a 20 ans, les French doctors, on s'honorait d'avoir ces médecins qui portaient des sacs de riz, qui allaient au secours des boat people, et maintenant ce seraient les complices des passeurs. Vous vous rendez compte? On a criminalisé l'humanitaire comme responsable d'un délit de solidarité. Délit de solidarité. Ça avait commencé avec Valls. Ça continue avec Macron. Ça se poursuit avec Castaner. Ça, je vous le dis, c'est le réflexe d'un vieux continent riche en déclin. Bien moi, comme citoyen français et européen, je porte l'espérance d'un continent progressiste, écologiste, et qui, je veux dire, au contraire, rayonne. Alors sur l'écologie, justement, aujourd'hui, c'est un soleil noir, l'Europe. Je voudrais quand même vous interroger. Vous disiez, La République En Marche n'a pas de programme. Elle a présenté son programme le 9 mai, et elle nous dit qu'elle propose 1000 milliards d'euros d'investissement justement au service de l'écologie sur le continent européen. Est-ce que financé par qui ça part dans la bonne direction? Mais financé par qui? Par toute une série d'investisseurs. Oui, d'accord, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Nous, ce qu'on met sur la table. Alors, que disent les économistes et les scientifiques? Mais vous dites quand même, oui, bravo, ça va dans le bon sens. Il faut préciser, ou vous dites c'est n'importe quoi? Mais si ça va dans le bon sens, je dirais bravo. Mais la réalité, c'est que c'est tardif et qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de conversion urgente à l'écologie. Pourquoi? Parce que, dans les faits, la République En Marche est aujourd'hui à la remorque de M. Bardella. Donc, bon... c'est pas sincère. Il n'y a pas de conviction écologique sincère. Je ne sais pas si c'est sincère ou pas. Je ne suis pas là pour faire des mises en cause morales. Non, mais vous dites c'est tardif. Non, mais je vais vous faire nos propositions. Qu'est-ce qui est nécessaire? Il a été identifié qu'il faudrait 500 milliards d'euros par an. Alors, puisqu'il les faut, 500 milliards d'euros par an à la transition écologique, pas 100 milliards, pas 200, pas 1000 sur 5 ans, 500 milliards par an. Nous avons réfléchi comment faire sans changer les traités et sans alourdir le budget de l'Europe. Est-ce que c'était possible? Parce que c'était une question importante. Il fallait attendre qu'on change les traités pour modifier le mandat de la Banque Centrale Européenne et espérer engager la transition écologique, autant envoyer ça à la Saint-Glinglin. Donc on a réfléchi avec Yanis Varoufakis, avec les membres du Printemps européen. Et nous avons proposé de mettre sur la table un plan d'investissement qui repose sur des obligations vertes qui seraient émises par la Banque européenne d'investissement pour un montant de 500 milliards d'euros, coordonné par les banques centrales nationales, elles-mêmes coordonnées par la Banque Centrale Européenne, de façon à ce qu'on puisse avoir sur la table, sur la question de la dépollution industrielle, de la transition écologique, c'est-à-dire de l'adaptation au réchauffement climatique, comme de la prévention, de l'évolution du mix énergétique, de la modification de notre modèle agricole, un programme qui repose sur des projets territoriaux et qui soit viable sans qu'on ait, je le dis bien,
sans qu'on ait à construire une hypothétique révision des traités, que je souhaite par ailleurs, mais je ne veux pas l'attendre pour engager la transition écologique, et sans alourdir le budget de l'Europe. Ce travail-là, on l'a mis sur la table. Aujourd'hui, on a un concours de propositions. Je vais vous dire, si c'était sérieux, j'applaudirais. Mais là, au dernier moment, pourquoi pas avoir proposé ça avant? Par qui ce sera défendu? Quels sont les alliés de M. Macron au Parlement européen? Voilà, bonne question. Un petit mot encore. Vous dites que c'est pas sérieux. Vous avez, avec votre mouvement, hier, appelé à vous mobiliser pour défendre les hôpitaux, les fermetures d'hôpitaux. Il se trouve que le président de la République s'est exprimé il y a quelques jours avec cette promesse. J'aurai progressivement à redéfinir un nouveau pacte territorial. Et nous avons commencé à l'esquisser. Assurer l'accès aux soins pour tous en luttant contre les déserts médicaux, ce qui est au cœur du projet de santé qui est en cours de discussion au Parlement. Et ne plus avoir d'ici à la fin du quinquennat de nouvelles fermetures, ni d'hôpitaux ni d'écoles, sans l'accord du maire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de réorganisation, on le sait très bien. Elles sont parfois indispensables. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de disparition, comme on l'a aussi trop vécu. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que vous souhaitez? Non. Pourquoi? Parce que c'est terrible, hein, parce que derrière les mots d'Emmanuel Macron, forcément, il y a une petite lueur qui s'allume aussi. Il a compris. Mais la fermeture d'un hôpital, ça ne veut pas dire qu'on ne ferme pas des services. Bien sûr. Et il y aura des services hospitaliers qui vont être fermés, ce qui ne changera fondamentalement pas la question de savoir si on est tous égaux devant les soins et la santé. Mais la deuxième chose qui est inscrite noir sur blanc, c'est que le gouvernement a programmé, pour les prochaines années, une baisse de la masse salariale dans les hôpitaux de plus d'1 milliard d'euros. Ça veut donc dire qu'on va réduire les effectifs, comme c'est le cas par exemple dans la PHP, où M. Hirsch est le bon petit soldat de la mise en œuvre de la réorganisation des hôpitaux au détriment de la qualité des soins, au détriment des conditions de travail des personnels médicaux, paramédicaux et administratifs. Aller dans un hôpital, écoutez, il faut quand même écouter les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les brancardiers, les secrétaires, les médecins. Il n'y a pas un hôpital qui va bien. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un où on ne vous dit pas qu'il y a des burn-out en série, qu'il y a des arrêts de travail qui se succèdent. Et sans aller bien, ça va quand même bien mieux que dans bien d'autres pays. Ah mais d'accord, mais donc en France c'est moins pire qu'ailleurs et on se satisfait que ce soit moins pire. Non mais c'est pas acceptable. On ne peut pas accepter que l'hôpital se soit dégradé par rapport à la décennie précédente. Parce que c'est ça dont on parle. Ça va moins bien qu'il y a 10 ans. Donc si le fait que ça aille moins bien qu'il y a 10 ans, c'est pas grave parce que c'est encore pire en Hongrie ou dans le sud de l'Italie, non mais où va-t-on? Donc, moi, je vous le dis, non, ce n'est pas sérieux que l'on écoute les personnels soignants sur ces questions-là. Une dernière question, Benoît Hamon. J'ai envie de vous poser tout simplement, est-ce qu'Emmanuel Macron fait tout mal sur un sujet très grave, la question des otages qui ont été récupérés en Afrique? Il est allé les accueillir hier à Villacoublay. Il y aura un hommage national mardi aux Invalides pour les 2 militaires qui ont été tués dans cette opération. Est-ce que là, vous dites, Emmanuel Macron est un président à la hauteur et il agit correctement? D'abord, il ne fait pas tout mal, parce que personne ne fait tout mal, et ce serait absurde de ma part de dire une chose pareille. Moi, j'ai été tellement touché par le sacrifice de ces 2 soldats que je trouve que quoi qu'on pense de cette affaire, la polémique est finalement... oui, elle est déplacée. Et il y a des moments, le recueil, se recueillir, c'est être silencieux. Et pour commencer, pour les responsables politiques. Alors on pourra réfléchir à la façon dont on informe mieux les touristes sur les zones qu'il ne faut pas fréquenter, mais ces 2 hommes-là, à un moment, ils méritent qu'on s'incline devant leur dépouille et devant le fait qu'ils ont choisi de servir la nation jusqu'au sacrifice ultime de leur vie. Moi, je leur rends hommage et je m'arrête là. Merci beaucoup, Benoît Hamon, d'avoir accepté l'invitation dans toute franchise.